Chapitre 13 Alpha Prime, 2 septembre 2406. Tout allait si bien que je méritais une récompense. Je disais souvent à mes patients que si l'on souhaite s'améliorer, il faut s'encourager une fois de temps en temps. Bien évidemment, la plupart des gens se récompenseront en assouvissant leurs petits vices. La journée s'achevait. C'était difficile à voir sur cette planète, mais mon organisme me le confirmait. J'avais les émotions à fleur de peau et un intense besoin de contact physique. Je m'apprêtais à entreprendre mon dernier tour des plaisirs. Je respirais profondément cet air urbain qui dansait autour de moi, à l'intérieur de l'immense cercle de lumière turquoise qui délimitait l'ambassade terrienne. L'endroit me faisait penser à ces villes de la mythologie nordique. Asgard était la cité des dieux, installée au-dessus de Midgard, la cité des mortels. Je me trouvais à l'orée de Bifrost, le pont permettant aux dieux de descendre chez les mortels. La partie supérieure de l'ambassade était couverte de forêts, de petits lacs et parsemée de riches hôtels et d'immeubles administratifs. Me tenant sur le bord d'une rue qui fissurait régulièrement le sol d'Asgard, je voyais la paroi de cette rue s'étirer à perte de vue vers le bas. Grouillant de voitures et de gens circulant sur des passerelles, Midgard m'appelait ardemment. Scrutant cette profonde obscurité, je restais là, émerveillé, craintif, doutant, rêvant de rêves qu'aucun mortel jamais n'osa rêver avant. Je levai finalement les yeux pour apercevoir une silhouette à 100 mètres de moi de l'autre côté de la rue. À première vue, c'était un homme, et il relevait aussi son regard du gouffre pour le diriger vers moi. Il portait une toge foncée avec un capuchon qui couvrait son visage d'ombre, lui donnant l'air d'un moine médiéval. Je ne pouvais m'empêcher de le fixer. Toute mon attention allait dans sa direction. Il m'intriguait, mais pas de la même façon qu'un sujet habituel le faisait. C'était lui qui m'étudiait, et semblait sourire, quoique je ne puisse le voir. Je pus soudain apercevoir 2 points rouges dans l'obscurité de sa capuche. Des yeux. Il ne s'agissait donc pas d'un humain. Toutefois, il m'inspirait une familiarité malsaine et paraissait presque me dire quelque chose. « Beau travail, poursuis tes inéluctables desseins. » Puis, subitement, il fit volte-face et repartit tranquillement. Je repris mes esprits et entamai ma descente vers la ville des mortels, tout en décidant d'oblitérer cette étrange rencontre de ma mémoire. Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe selon l'Ancien Testament. Pourtant, en me promenant sur ces passerelles à 500 mètres sur la surface de l'ambassade, je me disais qu'il n'avait réussi qu'à les éparpiller. Car où que l'on aille, il était toujours possible d'en trouver une parcelle, comme celle dans laquelle je marchais. La profondeur de la rue limitait beaucoup la lumière des soleils et l'on y sentait définitivement mieux l'heure tardive. Ce quartier était de ceux que l'on retrouve dans chaque ville, avec ses affiches indécentes, ses dealers de rêves et ses filles ou garçons de joie dans tous les coins. Nécessaire à un triste équilibre, selon certains, ces nids de racailles étaient le véritable visage de l'humanité. Au travers des odeurs agressantes de parfums bon marché et de la puanteur âcre du vomi et des ordures, je croisais des jeunes et moins jeunes. Plusieurs d'entre eux étaient fans de l'automutilation avec leurs piercings et leurs implants aux usages insoupçonnés. D'autres avaient l'allure de citoyens modèles, à la recherche de satisfaction inoffensive ou impensable. Il y avait aussi des mendiants. Ces êtres avaient perdu toute objectivité et qui ne pouvaient plus voir qu'ils étaient les seuls maîtres de leur sort. Ils préféraient plutôt jeter leur dévolu sur les plus chanceux, à l'instar de celui qui m'insultait parce que j'avais le culot de le fixer indifféremment, sans aucune intention charitable. Peu importait où on entassait les humains, ils s'arrangeaient toujours pour recréer leur bourbier d'origine. J'avais l'impression d'être à Montréal ou à Los Angeles, avec ce paysage social et ses graffitis. C'est quand je fis cette réflexion que l'un de ces écrits vandales attira mon attention. « Haïssez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. »
Voilà une phrase dont j'aurais bien aimé être l'auteur, mais enfin, c'était par d'autres accomplissements que j'allais être reconnu. Je trouvais finalement ce que je cherchais. Rempli d'anticipation et d'appréhension, je sentais les battements de mon cœur s'accélérer. Comme je l'espérais, l'endroit était saturé de gens. Beaucoup entraient la tête basse et d'autres la tête haute, mais tous ces hommes devenaient quelqu'un d'autre en entrant. Certains devenaient euphoriques, certains affichaient des expressions perverses, et d'autres semblaient accablés par le poids de leur propre nature. Toutefois, plusieurs étaient chez eux, là où ils pouvaient être eux-mêmes. Quant à moi, j'étais toujours moi-même où que j'aille, du moment que j'étais avec des humains. Après avoir payé l'entrée, j'explorais les lieux. L'établissement était divisé en plusieurs salles, chacune avec leurs particularités et leur clientèle typique. Je finis ma visite par la piste de danse, car je savais que c'était là que je trouverais ce que j'étais venu chercher. C'est à cet endroit que la populace était la plus jeune. Les portiers, eux-mêmes gays, victimes du charme de ceux qui étaient normalement trop jeunes pour passer, les laissaient tout de même entrer. Baigné dans ce qui ressemblait davantage à une ambiance assourdissante qu'à de la musique, la pièce avait 2 étages. Le deuxième n'étant qu'une mezzanine d'où les prédateurs choisissaient leur proie. C'était du moins la première impression qu'on se faisait de cet endroit. Mais il faut savoir observer au-delà de la surface quand on veut comprendre le fond des choses. À la différence d'une espèce animale qui en chasserait une autre, nous étions ici tous de la même espèce, et tous des mâles par-dessus le marché. Il fallait donc observer ce phénomène sous un autre angle. Tout ce qui se passait ici n'était que perversité. Car même si certains d'entre nous respectaient le comportement animal homosexuel de domination, la plupart étaient motivés par des appétits qu'ils ne comprenaient même pas eux-mêmes, et qu'ils ne tentaient même pas de s'expliquer dans la plupart des cas. Ce n'était qu'un ramassis d'hommes dysfonctionnels qui essayaient de combler leur faim avec un jouet jetable après usage. Ou encore d'âmes supposément sensibles qui cherchaient un compagnon avec des dysfonctions compatibles au leur. Bien que je puisse définir ce que je cherchais comme un repas, ce n'était pas dans la deuxième catégorie que je trouverais un mets digne de mon palais. J'observais et je me fondais dans la masse sans me faire remarquer, en dégageant précisément ce qu'il fallait pour que personne n'ait le goût de m'approcher. Je pouvais donc utiliser toute mon énergie dans l'analyse du terrain sans avoir à en gaspiller pour repousser d'éventuels indésirables. Ceci faisant, je finis par repérer le spécimen adéquat. Dans un coin de la mezzanine, un garçon qui n'avait pas 16 ans, il était de ceux dont la beauté lui avait permis d'entrer malgré sa jeunesse apparente. Svelte, il avait les cheveux blonds et portait un chandail moulant blanc avec des pantalons noirs amples. Je l'avais vu refuser poliment les avances de quelques vieux pervers. Sa posture dégageait un malaise contenu, mais son regard s'intéressait grandement aux échanges affectifs qui se déroulaient tout autour. Je me dirigeai vers lui. Il était appuyé à la rambarde, et, bière à la main, il regardait les 3 jeunes hommes torse nus qui volaient la vedette en se caressant sensuellement au milieu de la piste de danse. Sans qu'il ne m'ait remarqué, je m'installai à 2 pas de lui. Il n'affichait pas cette avidité charnelle si fréquente chez ceux de notre espèce. Malgré qu'il voyait probablement ce genre de spectacle pour la première fois, il ne s'abandonnait pas comme plusieurs autres à encourager les 3 exhibitionnistes de cris et de sifflements. Il se contentait d'observer avec de grands yeux impressionnés. C'était à ce moment qu'un voile tomba sur son visage, montrant une incertitude. Il léchait imperceptiblement la lèvre inférieure, l'accrochant d'une dent, puis referma la bouche, pour reprendre son attitude initiale. Ces actes dégradants semblaient le fasciner, intensément, et le submerger d'émotions nouvelles. Haïssez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il se retourna vers moi, à moitié surpris, avec un regard entre l'interrogation et l'amusement. Je regardais vers l'étage inférieur et je souriais.
Tu as l'air perdu dans tes pensées, lui demandai-je sans le regarder. Pas vraiment, mentit-il. Mon erreur. Comment tu t'appelles? Éric, lui dis-je gentiment en le regardant directement pour la première fois. Et toi? Vincent. C'est drôle la phrase que t'as dit pour m'aborder. C'est bien la première fois que Caïn est utilisé comme ça. De quoi diable parlait-il? Est-ce que son éducation était déficiente ou était-ce la mienne qui l'était? Je crois que tu veux dire Jésus. Définitivement, t'es pas d'ici, toi. Tous les enfants se font raconter l'histoire de Caïn à Tot. J'adressai un œil contemplatif à ses paroles, tandis que ses yeux à lui brillaient du bonheur caressant celui que l'on n'écoute presque jamais. Caïn était le bonhomme 7 heures de Tot, en quelque sorte. On racontait qu'il torturait tous ceux qui s'éloignaient trop de chez eux. Il était cruel et blasphémateur, et son histoire se terminait par cette phrase de haine et d'amour. Il était évident que dans une ville aussi immense, la principale préoccupation des parents était davantage que leur enfant ne s'éloigne pas trop que de s'assurer qu'il ne se couche tôt. Alors l'existence d'une telle fable était d'une logique imparable. Je m'étais doucement rapproché de lui pendant son récit, de manière à ce que nos hanches soient maintenant appuyées l'une sur l'autre. Je faisais dire à mon corps ce que je ne révélais pas avec ma figure, qui n'affichait aucun autre désir que celui de discuter simplement avec lui. Il me fit un signe maladroit de reproche amusé avant de prendre une longue gorgée de sa boisson. Il paraissait extrêmement fébrile et cherchait dans mon visage une confirmation que le contact de nos hanches n'était pas accidentel. Je me contentai de poursuivre simplement la conversation en lui parlant de mon métier. Il sembla brièvement confus que je ne réponde pas à sa question non verbale, suite à quoi il s'intéressa à ma profession et nous commençâmes à analyser ses danseurs pitoyables. Quelques bières plus tard, nous entrions dans ma chambre d'hôtel, riant encore des individus que nous avions observés. Il passait souvent une main dans ses cheveux et regardait un peu partout. Je m'étais appliqué à le mettre à son aise, et, quoique nous n'ayons rien dit à ce sujet, il savait très bien ce qu'il venait faire ici, ou plutôt il pensait savoir. Il tentait de cacher le tremblement nerveux de sa jambe droite, et ses beaux yeux pères étaient emplis d'une douce confusion. Nous avions beaucoup de plaisir à discuter, mais je n'avais pas mentionné ni affiché de désir charnel autrement que par quelques contacts de mains et de cuisses qui n'avaient pas nécessairement l'air intéressés. Ce brouillard le rendait encore plus fébrile et presque apeuré. Je m'étais aussi attardé à ce qu'il boive juste assez pour que ses émotions soient à fleur de peau, mais qu'il demeure en parfait contrôle de ses sens. Je ne prévoyais pas uniquement jouer avec son esprit. Je n'avais allumé qu'une lampe de chevet et finissais d'enlever ma veste quand je saisis sur son visage une expression troublée. Je m'approchai de lui. Il était aussi grand que moi, ce qui m'aurait normalement déplu, mais l'enfance de son visage compensait largement. « C'est seulement ma deuxième. » Je mis un doigt sur sa bouche. Il sourit timidement et se laissa faire, contenant ainsi son appétit d'exploration. À mesure que je retirais délicatement son gilet, je contemplais l'éclairage jaunâtre contrasté sur sa peau imberbe. Pendant que j'enlevais ses vêtements et lui les miens, j'observais sa véritable jeunesse s'exhiber. Guidé par mes caresses, il se laissait aller, m'apprenant ses craintes au gré de ses réactions. Son corps avait des réflexes fougueux que je m'appliquais à contenir. Il tentait de donner plus de plaisir qu'il ne s'attendait à en recevoir, mais je me chargeais généreusement d'attiser ses sensations, sans pour autant me priver de ce qui m'était offert. Adossé contre la tête du lit, je le tenais doucement contre moi. La lumière était fermée, plongeant la chambre dans une pénombre bleutée où nous étions tous deux épuisés et haletants. Il était blotti contre moi et je pouvais percevoir sur son visage l'expression d'un enfant, tellement beau, innocent, réconforté,
amoureux et fragile. Je saisis brutalement sa main droite et l'amenai sur son propre cœur. « Tu sens ça? » lui chuchotai-je. « Si tu te concentres sur ta paume, tu pourras saisir l'irrégularité du rythme. » Malgré une pointe de surprise, il se laissa faire et suivit docilement ce que je lui soufflais à l'oreille. Le rythme est irrégulier parce qu'il n'y en a pas un, mais 4 différents. Sois attentif et tu sentiras chacune de ces différentes parties propulser le sang. Ce qui te tient en vie est dans ta main. Et si ce n'était de ta cage thoracique, tu pourrais l'empoigner et mourir du même coup. Vincent cesserait d'exister. Après un léger moment de pause, je sentis ses nerfs se raidir pour dégager sa main et la mienne. Il s'écarta brusquement de moi et se mit à me fixer d'un air désemparé. Il essayait de me parler, mais n'y arrivait pas. « Qu'est-ce qui t'arrive ?» lui dis-je avec un rictus. « Ça ne t'excite pas? N'est-ce pas ce que tu souhaites, te sentir en vie? Quel meilleur moyen pour le faire que de saisir ta propre vulnérabilité? » Il était figé et luttait pour échapper à mon regard. Une main derrière sa nuque, je l'empêchais de fuir mes paroles. « Tu commences à profiter de la vie comme tu en as envie. Tu as l'intelligence de te questionner sur l'existence. Tu veux explorer les plaisirs et les douleurs. Tu t'y consacres déjà si pleinement que tu en deviens dépendant. Une partie de toi se sent coupable d'assouvir cette exploration avec un inconnu, mais tu ne veux pas l'écouter. Tu crois que tu pourras t'arrêter avant que cela n'aille trop loin. Mais au fond, tu sais que tu as mis le pied dans un cercle extrêmement vicieux. Son expression n'était plus que détresse. Comment pouvais-je ainsi réciter les énigmes qui le hantaient? Je retenais toujours sa nuque avec force, et j'amenais mon autre main à son jeune sexe. C'est ça qui contrôlera le reste de ta vie. Ses yeux étaient pleins d'eau sous des sourcils contorsionnés par une souffrance silencieuse. Je tus mon sourire devenu sadique, en maintenant fermement mes mains où je les avais mises. Tu ne pourras pas connaître autre chose que cette intensité. Le feu malsain qui a été allumé dans ta conscience ne s'éteindra jamais. Et lorsqu'il se calmera, tu ne pourras t'empêcher de le raviver toi-même, car tu auras trop peur de cesser d'exister. La vérité fait mal. Après ce froid et compatissant sermon, je le relâchai. Me fixant encore un court moment, il recula ensuite, faisant tout pour ne plus me voir. Tombant presque du lit, il se rhabilla maladroitement devant mon visage sans expression. Je savais maintenant qu'il devait avoir 13 ou 14 ans. Aurait-il été un peu plus vieux que son ego aurait réussi à renier ce que je lui avais dit. Mais après cette merveilleuse soirée, il n'y arriverait pas. Au moment où il sortait, il tenta de me lancer un regard de haine, mais n'y parvint pas. Il ferma donc la porte en tremblant. Je m'adossai confortablement, les mains croisées derrière la tête. Ce garçon aurait très bien survécu à sa nature s'il ne l'avait jamais connu. L'ironie fataliste de cette conclusion me fit pouffer. Puis, après un court silence, je ne pus retenir un long rire hystérique. J'étais maintenant penché vers l'avant, mes bras entourant mes genoux. Je me sentais vidé, physiquement et mentalement. Je consacrais tellement d'énergie à cette exploration de la laideur qu'en cet instant, je me sentais presque aussi vulnérable que Vincent. Quelque chose montait dans ma gorge sans que je ne puisse l'en empêcher. Quand soudain, je ressentis un froid violent. « Arrête ça !» me cria Alex avec un regard dur. Il me mit une gifle puissante qui me fit ravaler mon malaise, puis m'embrassa si fougueusement que je ne pus plus penser à rien d'autre. Je finis par m'endormir tranquillement, en serrant Alex contre moi.